Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman... j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. C'est pour l'ouvrage Mes confessions anonymes de l'auteur Irène Fernande Ekouta. Elle est journaliste et auteure camerounaise de plus d'une trentaine d'années. Passionnée d'art et d'écriture, elle est persuadée que le livre sera toujours la meilleure arme pour conscientiser, éduquer les masses, conserver les fragments de l'histoire de l'humanité et connecter les générations. Eh bien, elle a son récit autobiographique qu'on va découvrir tout de suite. Irène Ekouta est donc dans le but de partager son expérience sur la dépendance affective et le mal-être qui en découle. C'est son 2e texte. Le point littéraire, l'entretien. Irène Fernande Ekouta, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. J'espère que vous allez bien. Toujours Surtout, oui. Vous avez fait votre thérapie, donc tout va bien. Oui, j'ai évacué ce qu'il y avait de mauvais. Donc aujourd'hui, après la rédaction de votre ouvrage, du moins la fin de la rédaction, le lundi 4 février 2019, à 14h53, on peut dire que c'est désormais un lointain souvenir, une phase de sa vie qu'on a désormais oubliée. Oubliée, peut-être pas. Je dirais exorcisée. Parce que c'est une énergie qu'on ne comprend pas forcément. C'est une énergie qu'on voudrait vider, mais on ne sait pas comment. Et comme on ne parle pas aussi, on n'est pas aussi éloquent que les présentateurs radio, tout ce qu'on a, c'est écrire. Et écrire, le départ de ce livre, ça a été une envie de voir clair dans ma tête. Parce que quand je termine de l'écrire, quand je commence à l'écrire, on est en 2019, mais ça fait déjà plusieurs mois que j'ai rompu et que je n'arrive pas à faire le point sur moi-même. Je n'arrive pas à évacuer. Je ne me pardonne peut-être pas cet autre échec sentimental. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aller de l'avant. Et j'ai envie de voir clair, parce que c'est un peu confus dans ma tête. Ça va, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation, en fait? Peut-être pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? On va supporter une relation. Oui, et parce que quand tu romps, tu as le temps
de digérer tout ce que tu as absorbé, de bon comme de mauvais. Oui. Et quand tu te rends compte que ce que tu as accepté de mauvais est encore en toi, que tu n'as pas vraiment, enfin, toute cette énergie négative que tu as encore en toi, enfin, tu sais pas quoi en faire. C'est bien d'y voir plus clair. Et donc, le livre, en fait, je voulais juste énumérer des choses que je ressentais au départ. Je voulais juste, comme une liste de courses, comme une liste de choses à faire. Voilà ce que je ressens. Voici les images qui me reviennent. Et donc, ça me permet de... Ok, j'ai fait ça. Est-ce que le fait d'écrire ne vous a pas provoqué des douleurs? C'est-à-dire que vous rappelez des moments difficiles d'une relation toxique, amoureuse, qui a duré quand même plus de 5 ans. Bien sûr que si, il y a des moments où je pleurais. C'était un peu remuer le couteau dans la plaie. J'écrivais en pleurant parce que l'écriture, je parle sous le contrôle de mon aîné, est un grand moment de solitude. Et quand on parle de soi, quand on fait pas dans le genre essai où c'est très carré, quand on part sur l'émotion, on est obligé de revivre certaines choses qu'on aimerait avoir oubliées. Mais en ressassant ce qu'on appelle le dépliage des souvenirs, en dépliant les souvenirs, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de choses à l'intérieur de soi qu'on n'a pas forcément évacuées. Et donc oui, c'est en cela que c'est une thérapie. Alors, Mes confessions anonymes, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, on peut dire que c'est un livre qui parle de l'histoire d'une jeune femme que vous êtes, une relation toxique qui, pendant un certain temps, l'a menée à perdre confiance en elle, à se résigner sur elle. Est-ce que c'est la meilleure description de ce livre, en fait? En partie. Je peux dire, enfin, la personne dont vous parlez dans le livre, la personne dont il est question dans le livre, c'est moi. Je l'assume parfaitement. Oui, mais le livre, par-dessus tout, est une façon de s'intéresser à un voyage intérieur. Je dis souvent que nos yeux sont destinés à l'extérieur. Mais quand nos yeux sont à l'extérieur, là, les yeux de l'intérieur, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse se sonder à l'intérieur de soi-même, là? Quel est l'outil qu'on utilise? Parce que nos yeux sont portés vers l'extérieur. Parce que les paroles qu'on prononce sont destinées aux autres. À quel moment est-ce qu'on se reprend et à quel moment est-ce qu'on mène cette introspection sur sa propre existence? Oui, la vérité, c'est que je n'avais pas confiance en moi avant de rencontrer cet homme et que je pensais que c'était... Enfin, je ne pensais pas que c'était le cas, en fait. Je savais que j'étais une jeune femme diplômée, financièrement indépendante, qui, logiquement... devrait se marier selon la norme sociale. C'est ça. Logiquement, si on en croit le schéma social normal, devrait se marier à cet âge-là, devrait être mariée à cet âge-là. Et donc, j'étais vraiment dans le processus, dans les cases normales sociales. Donc, il ne restait que ça pour combler mon bonheur. Mais il se trouve que j'ignorais que je n'avais pas encore achevé la construction de ma personnalité et que je manquais cruellement de confiance en moi. Malheureusement, je suis tombée sur un manipulateur qui avait compris que derrière cette carapace de femme indépendante, machin et autres, il y avait une grosse fragilité, il y avait un besoin d'attention, il y avait un besoin de tendresse, d'amour, il y avait une insécurité affective, émotionnelle, et je crois que ça a été facile pour cette personne de prendre le contrôle de mes pensées et de ma personnalité. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui d'être jugé? Parce que quelquefois, quand on lit l'histoire de la dame, oui, votre histoire, effectivement, on se rend bien compte quand même que la relation commence et de temps en temps, la jeune amie, la jeune fille qui veut désormais se marier, laisse de temps en temps quelque chose à la maison jusqu'au jour où le manipulateur décide de lui offrir un placard à la maison ou une place quand même. Oui, vous en parlez avec beaucoup de pudeur. Qui est tout à votre honneur. Oui, alors on a cette manie, nous les jeunes filles ou les jeunes femmes, de nous imposer, d'imposer notre présence. Techniquement et subtilement d'ailleurs. Et ça a été ma démarche, c'est-à-dire qu'un homme a ouvert sa porte
Et puis, j'ai estimé que c'était le bon parti. Un homme d'un certain âge qui a une présomption de sagesse, d'intelligence, qui avait des choses à m'apprendre et qui, du point de vue affectif, répondait à mes attentes. Donc, oui, donc j'avais ce plan, j'avais planifié ça. Et puis, il m'a rien demandé. Il m'a rien demandé jusqu'au moment où ils me disent, OK, puisque tu insistes, puisque je vois bien que tu laisses traîner des trucs, prends ta place, voilà, ton placard, tu peux ranger tes choses là-dedans. C'était une fête. Et donc, quant à ce qui est d'avoir peur d'être jugé, mais alors pas du tout. J'ai caché mon mal-être pendant longtemps. Et ce livre a été pour moi une espèce de libération. Je me suis rendu compte que je me suis menti pendant tellement longtemps. J'ai essayé de jouer la fille parfaite, de faire ce qu'on attend de moi, et ça n'a pas donné ce que j'espérais. Donc, du coup, je me préfère en étant moi-même, en n'étant pas celle qu'on attend que je sois. Donc, je n'attends pas des gens qui pensent que je sois... Enfin, n'attendez pas de moi que je sois parfaite. Est-ce que l'histoire est telle qu'elle? Ou alors on essaie quelquefois de jouer le bon rôle? C'est pas un roman. C'est un récit. Et dedans, j'admets mes faiblesses. J'admets que je détestais les tâches domestiques. C'est toujours un peu le cas. Mais dans le registre sensible, je pense avoir été le plus honnête possible, et je pense même avoir préservé d'un certain point de vue la personne dont je parle dans le livre, et parce que j'ai préservé son identité. Je n'ai pas parlé de sa famille. Du début à la fin, on l'a pas retrouvé. Voilà, donc je ne parle pas de sa famille parce que j'en éprouve le plus grand respect. Et donc, oui, c'est une... Mais on va quand même avouer que vous ne l'avez pas raté. C'est-à-dire qu'il y a des mots assez techniques pour dire que votre ex était un très mauvais amant. Non, dans le fond, c'est peut-être pas de sa faute. Et je le dis dans le livre, je connaissais très très mal mon corps. En fait, je pense que l'épanouissement sexuel, vous avez dit qu'on peut parler sans tabou. L'épanouissement sexuel est d'abord un rapport à soi. Et tout à l'heure, je parlais des yeux. Nos yeux sont orientés vers les autres, nos paroles sont orientées vers les autres. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour partir en exploration de soi. Et quand je parle d'exploration, c'est psychique, c'est psychologique, c'est aussi physique. Donc, je n'avais pas confiance en moi, et j'avais beaucoup de pesanteur à ce moment-là qui faisait que voilà, je ne me sentais pas vraiment libre de poser des actes pour un certain nombre de raisons. Et il y avait aussi dans le fond, et ça c'est après avoir étudié la question sur le fond, je n'avais pas confiance en lui. Je crois qu'il y avait une blessure qui était très profonde et qui faisait en sorte qu'on ne puisse pas être compatible. Et donc, j'ai accepté le fait de devoir faire un travail sur moi pour pouvoir trouver cet épanouissement sexuel. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment un travail. Il faut être patient, il faut avoir le courage de se confronter, assumer ses contradictions et pleinement accepter son corps. Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui qu'il y a certainement là-dehors des auditrices ou des femmes qui ont commencé progressivement à déposer leurs effets sur un monsieur et qui se couchent tous les soirs à côté de lui en sachant que le même appelle une autre femme, une femme mariée, comme c'était le cas pour vous, une femme qui occupe la deuxième place, peut-être même la première. Est-ce que vous avez conscience? Quel est le type de message qu'on essaye de transmettre à cette demoiselle qui aujourd'hui écoute, qui sait que son petit ami, on va le dire, elle n'est pas seule, elle occupe la place avec plusieurs. Il faut se résigner, le temps d'être sûr de ce qu'on veut. Pas. Ou alors il faut extérioriser tout de suite. Absolument pas. J'ai un tonton qui m'a dit une fois que la première fois que tu découvres quelque chose, il faut que tu aies une réaction disproportionnée. Dès que tu as un signal, il faut que tu aies une réaction disproportionnée. Comme ça, il aura plus envie de recommencer. Et ça marche ou ça marche peut-être pas, mais il ne faut pas être résigné. Je le dis. Il faut être seul, en fait.
il faut apprendre à être seul. Quand je dis seul, c'est pas... Avec, voilà. Voilà, il faut apprendre à être seul avec soi-même. Il peut y avoir des gens, mais la solitude, c'est quelque chose, une attitude qui s'apprend. C'est-à-dire que maintenant, oui, effectivement. Mais pour les rêveuses comme moi, il faut garder la foi. Oui. Et il faut se dire, il faut savoir exactement ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que si ta compréhension ou ta perception de l'amour, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, c'est le dévouement, c'est l'engagement, c'est la loyauté, il faut continuer d'y croire. Il y a des personnes qui sont comme ça. Parce que la fidélité, ce n'est pas un choix. La fidélité, c'est un mode de vie. Tout comme la loyauté. Donc, ça c'est vraiment ma conviction la plus profonde sur les relations, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient amoureuses. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore aller chez un monsieur sans être marié? Bon, je ne sais pas si c'est déjà le cas. Heureusement. Ah oui, c'est déjà le cas. Parce que là, j'allais vous poser une question, c'est notamment de savoir, est-ce qu'il est, bon, admettons, concevable pour une jeune demoiselle d'aller dans le village de son, entre parenthèses, petit ami, effectuer des tâches ménagères, participer aux obsèques de ci ou de ça. Est-ce qu'il est intéressant de s'impliquer sans avoir reçu la bague au doigt? C'est intéressant de s'impliquer, d'abord parce que c'est humain. Mais il faut s'impliquer seulement parce qu'on en a envie. Oui. Pas parce qu'on a un calcul ou pas parce qu'on attend quelque chose en retour. C'est humain de vouloir aider, de tendre la main. Oui. Et c'est louable. Oui. Mais s'il y a un calcul derrière, ça rend l'action moins crédible, moins impactante sur la durée. Et donc, forcément, si on attend quelque chose en retour, si à un moment la relation capote, forcément on va se dire bon, j'ai tout donné, nanana, et on a ce genre de discours là. Or, si tu t'assumes dès le départ, et si je parlais de l'introspection, il faut savoir qui tu es, il faut savoir ce que tu es prêt à accepter et ce que tu n'es pas prêt à accepter. Si tu portes un masque dès le départ, au début de la relation, tu es gentil, tu es serviable, à un moment tu changes comment on dit, tu changes de visage. C'est que tu n'étais pas authentique dès le départ. Si c'est que tu dis que bon, ok, moi vraiment c'est pas trop mon truc, tu m'acceptes comme je suis, ou alors vraiment on peut pas aller plus loin. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Plutôt que de venir faire croire que oui, je suis la gentille fille qui peut tout accepter et puis du jour au lendemain on change. Non. Alors c'est un livre à cœur ouvert. Oui. Quel type de leçon vous souhaitez effectivement que les jeunes sœurs aient en lisant votre ouvrage? D'abord, peut-être que le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut peut-être attendre le bon moment. Il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas de temps en temps laisser le pain, ensuite le foulard. Ça sent l'expérience, là. Ça sent le Ah non, je ne sais pas qui pose des questions. Hein, ce n'est pas une question. Alors, apprenez à vous connaître. Prenez le temps de vous connaître vraiment profondément. Il faut et ça, je ne sais pas comment dire ça pour que je connais. Apprendre à vivre seul, apprendre à s'aimer, se valoriser soi-même. Apprendre à s'aimer parce que ça commence par là. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un ce que tu ne peux pas te donner à toi-même. Le grand frère disait tout à l'heure, le leader, c'est celui qui sait faire. C'est-à-dire que quand il demande à quelqu'un de faire, c'est parce qu'il sait. Il sait un peu. Même s'il ne sait pas tout, il sait un peu. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'apporter quelque chose que tu ne peux pas te donner à toi-même. Oui. Tu vois? Donc, à ce niveau, il faut s'apprendre. Il faut prendre le temps de se connaître. Oui. Je dirais même de tomber amoureuse de soi-même. Et c'est valable pour les hommes aussi. Il ne faut pas croire que c'est seulement les femmes qui sont victimes des pervers narcissiques, des manipulateurs. Non, il y a des femmes qui sont très, très perfides. Oui. Et beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, apprenez à vous connaître, acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vous excusez pas de vos contradictions, assumez-vous tel que vous êtes. L'amour, le vrai, existe. Et je le dis, l'amour, là, ne fait pas mal.
L'amour ne fait pas mal. Tu sais que quand tu es dans une relation et que ça ne va pas, dans le fond de ton ventre, tu le sais. Mais tu ne veux pas le reconnaître. Mais tu ne veux pas le reconnaître parce que c'est trop dur. C'est toujours plus facile de se mentir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans bruit. Il faut toujours qu'il y ait des gens autour d'eux. Il faut toujours qu'il y ait de la musique parce qu'ils ont peur de se retrouver. Alors on trouve le courage comment pour sortir de cet engrenage-là, de ce cercle vicieux, de la dépendance affective. Ce n'est pas évident de se lever un beau matin et dire c'est terminé avec ce monsieur qui visiblement à tout moment me fait savoir que j'ai toujours tort, même lorsque je trouve des messages, il estime que je fouille là où il ne faut pas. Il sait toujours retourner la situation. Alors en fait, comment pour trouver, vous avez vécu, vous avez forcément eu votre déclic à vous, prenant de la distance aujourd'hui, vous pouvez avoir quelques éléments. Je crois que l'univers a comploté dans, dans mon sens parce que à un moment de la relation, on s'est retrouvés séparés de manière géographique, il a déménagé. À un moment, j'ai repris le travail. Et il y avait deux facteurs. Il y avait l'éloignement et il y avait le fait que j'ai repris le travail et que j'ai commencé à bosser 12-13 heures par jour. Ah là, très vite. Voilà, oui. Et vraiment, parce que j'avais des responsabilités, j'ai eu le bonheur d'être manager d'une formidable équipe. Et donc, il fallait très vite, ayant été en état de latence professionnelle pendant un certain temps, il fallait très vite se remettre sur les rails. Et donc, j'avais moins de temps pour penser, j'avais moins de temps pour me dire, écoute, il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et puis, non, ça a vraiment beaucoup aidé. Et en cela, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Ah, donc c'est le mari qui est à la fin du livre alors? Oui. Ah, d'accord. La solution, finalement. Le coup de chance surtout. J'ai rencontré mon mari qui m'a vu dans cet état de... J'étais vraiment ramassée à la petite cuillère. Et pour la petite anecdote, je disais à mon mari, tu peux me tromper si tu veux, il n'y a pas de problème. Et il me dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce gars? Mais comment est-ce que tu en arrives à dire ça à un homme qui te courtise, qui a une vision avec toi? Comment tu en arrives à ça? Non, ce n'est pas ça l'amour. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas comme ça que tu dois raisonner quand tu es avec quelqu'un. L'amour, c'est un sentiment noble, c'est quelque chose de bien qui doit te faire pousser des ailes. Tu ne dois pas avoir peur d'être avec quelqu'un. Non, tu peux faire ce que tu veux, je vais supporter. Voilà, c'est ça. J'étais dans un état de résignation où vraiment on peut tout te faire. Tu acceptes parce que tu es déjà vaincu. Voilà, tu es vaincu. Donc, il faut arrêter, il faut supporter. Il faut arrêter il faut supporter, c'est le mariage. Oui, il faut arrêter. Et puis, bon, je suis de ceux qui pensent, j'ai fini par être de ceux qui pensent que le mariage étant une affaire très sérieuse, on ne devrait pas se marier avant 50 ans. Ah, vraiment, avant 50 ans? Oui, je le pense vraiment parce qu'à 50 ans, on a eu le temps. On a eu le temps. Non, vraiment, c'est un avis. On a eu le temps de mûrir. Qui n'engage que moi. Et vraiment, je m'excuse auprès de ceux que ça va choquer. Mais le mariage, c'est un voyage. C'est tellement plus qu'une robe, c'est tellement plus qu'une alliance. C'est tellement plus qu'une fête, un bouquet, des gâteaux, des dragées. C'est tellement plus que ça. Il faut être conscient. Il faut être conscient de son être. Il faut être habité par le présent et habité par sa pleine conscience pour comprendre les implications du mariage. Oui. Et donc, pour revenir à la question de la dépendance affective, je le dis d'ailleurs dans le livre, les gens qui sont auprès de vous ont plus de recul pour vous dire que tu ne vas pas bien. Écoutez ceux qui sont proches de vous. En général, ils vous veulent du bien. Ceux qui sont vraiment... close to your chest, comme on dit. Ils vous veulent du bien. Il faut écouter. Il faut... Voilà. Il faut même en parler. Il faut en parler. Pas à tout le monde. Malheureusement, pas à tout le monde. Parce qu'il y en a, on est des femmes. Et
quand tu vas raconter ton histoire à ta copine, elle n'a pas forcément envie de t'aider. Oui. Elle est plutôt peut-être contente de te voir sombrer. Donc, il y a des personnes autour de toi qui t'aiment profondément. Et ça a été le cas pour moi. Des personnes qui m'ont vraiment sorti de là. Et j'en profite pour les remercier. Je les remercierai toujours. Oui. Qui ont compris que ce n'était plus la peine de me dire sors de cette relation, sors de cette relation. Ils ont compris que bon, il faut agir autrement. Parce que plus on lui dit sors de là, plus elle se radicalise, plus elle dit non, je vais continuer, voilà, machin. Et donc, le travail que je trouve, c'est grâce à un ami qui me dit, ok, je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un, est-ce que ça t'intéresserait? Non, ça ne m'intéresse pas, mais j'y vais quand même et je trouve la porte de sortie. Puisque Ulrich qui me fait déjà des signes, mes confessions anonymes, où est-ce qu'on peut trouver le livre? Je ne sais pas s'il est encore disponible. Quand même. Il est disponible. Achetez. On peut le trouver où alors? Il est disponible à la librairie des Peuples Noirs, à la librairie des éditions Clés, dans les supermarchés, Carrefour Market, à la FNAC. Il est partout. J'espère que... Non, il est partout en fait. On va partout, mais vous pouvez aussi m'appeler. Hein. Vous pouvez m'appeler directement. 694 42 0079. Donc, il est aussi distribué par le Grand Vide-Grenier. Donc, si vous voulez le livre, vous pouvez contacter le Grand Vide-Grenier. Je n'ai pas le numéro en tête malheureusement, mais allez sur la page Facebook du Grand Vide-Grenier. Irène Fernande Écouta, merci d'être passée à la radio, nous parler de vos confessions anonymes. Une petite requête avant de partir, s'il vous plaît. J'ai promis à une de vos plus fidèles auditrices de lui faire une dédicace. Elle nous écoute, mais vraiment, elle écoute, elle connaît toute vos tranches horaires, elle connaît tous les présentateurs, elle connaît tout le monde à la radio. Elle s'appelle Alvin, et elle est trop discrète pour que je dise son nom, elle m'en voudrait. Mais j'ai promis que je lui ferai une dédicace. D'accord. En tout cas, également, je ferai pareil. Hein. Bien de choses à lire. Et merci de nous écouter régulièrement. Alors, il y a ces deux livres, on l'a dit, Zankovis Wabo, Leadership et valeurs éthiques, et mes confessions anonymes, certainement à retrouver dans les points de vente de livres. C'est bon de parler non, sérieux, je vous assure, je pense profondément que Le Point littéraire, équipe de production, contribution, Anne-Elisette Ambassa, mise en onde, Ulrich Kemoué, régie vidéo, Alain Kouekam, régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux, coordination centrale, Bertrand Rona, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault. À jeudi, assurément.